Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'émission de Lyon Mag TV qui décrypte l'actualité lyonnaise de la semaine. Pour m'accompagner, anciens élus lyonnais, Emmanuel Hamelin qui fut député du Rhône. Bonjour Emmanuel. Bonjour Alexis. À vos côtés, Romain Blachier qui lui n'a pas été député mais qui a bien d'autres qualités comme celle de porter des lunettes pour raison médicale. Bonjour Romain Blachier. Bonjour, j'ai chopé une petite conjonctivite cette nuit, donc du coup je vous prie. On m'a prêté des très très belles lunettes, vous voyez, qui ne sont pas tellement masculines mais qui me donnent un petit charme, un peu, on dirait Michou version lyonnaise. Bon, je pense que tout le monde vous excusera. Et puis mon confrère Raphaël Ruffier-Fossoul. Bonjour Raphaël. Bonjour Alexis. Allez, le sommaire du jour, le nouveau Citral sans opposition ou presque, est-ce vraiment un scandale? Lyon dans le top 10 des villes les plus embouteillées au monde, est-ce du pain béni pour les écologistes? Et puis c'est notre dernière émission de l'année, on vous dira ce que l'on a retenu de 2021 et ce que l'on peut espérer de 2022. Si vous suivez un peu la politique locale, vous n'êtes pas passé à côté du pugilat, du Conseil de la métropole de Lyon qui s'est tenu cette semaine. C'était lundi et mardi. Comme des enfants contents de se retrouver après les vacances, les élus étaient surexcités par le retour des séances en présentiel. La majorité et l'opposition se sont globalement pris la tête sur tous les dossiers, y compris sur celui du repas végétarien qui avait été servi le midi. Alors celui que l'on a retenu, qui est capital pour l'avenir de l'agglomération, c'est la création du nouveau Citral, le syndicat mixte qui s'occupe aujourd'hui des Tesselles et qui deviendra au 1er janvier 2022 un établissement public local baptisé AOMTL avec des pouvoirs étendus au reste du département, avec notamment l'écart du Rhône. Sauf que l'opposition a refusé les 4 sièges proposés par Bruno Bernard, ils en voulaient 7. Romain Emmanuel, on va être transparent, vous n'avez jamais siégé au Citral l'un et l'autre, mais vous savez forcément comment ça se passe, comment ça fonctionne. Est-ce grave, est-ce un scandale que la métropole de Lyon n'y envoie que des élus de la majorité? Emmanuel. Bon, je pense que ce n'est pas une bonne chose pour le Citral. Le Citral, jusqu'à maintenant, il fonctionnait sur une logique de territoire et non pas sur une logique politique. Il n'y avait pas de préoccupation entre la majorité et l'opposition. Il y avait des consensus qui se mettaient en place quasiment sur tous les dossiers. Et que chaque élu se battait pour son territoire et non pas par rapport à une idéologie politique. Là, ce que fait Bruno Bernard, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'il installe au Citral une gestion politisée. La preuve en est, c'est qu'à lui seul, avec son seul groupe, que sont les écologistes, il a la majorité. C'est-à-dire qu'il n'a même pas besoin de ses alliés de l'exécutif pour avoir la majorité. Ce qui montre bien que là, il est dans une démarche extrêmement politisée. Je trouve ça très dommage pour une structure comme le Citral, qui jusqu'à maintenant réussissait à fonctionner et à investir massivement, considérablement, puisque le budget est extrêmement important, sur un consensus territorial. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je regrette également que les élus aient fait le choix de ne pas y participer. On est d'accord, c'est une mauvaise chose de la part du président de la métropole, mais pour autant, est-ce qu'il fallait jouer la politique de la chaise vide? Je ne pense pas. Dans une structure comme celle-ci, il est important d'être présent et de siéger. Donc il y a deux choses. Je ne donne pas de blanc-seing au président de la métropole, mais je trouve dommage que l'opposition n'ait pas fait le choix, malgré tout, de rester présente, même si ils ont été maltraités, même si le président, encore une fois, à mon avis, se trompe de combat et que la politique, ce n'est pas au Citral qu'il faut la faire, mais dans l'enceinte de la métropole. Romain, si on écoute Emmanuel, finalement, l'opposition ne s'oppose pas tant que ça au Citral. Tous les dossiers sont pour la plupart votés. Ça ne change rien qu'il y ait 100% d'écologistes ou beaucoup d'écologistes et puis un petit peu d'opposition. Alors il faut noter qu'il y a quand même un groupe d'opposition qui est tout petit, qui a accepté d'y participer. C'est celui de Pierre Chambon et d'Isette de Ganel, qui ont dit qu'ils étaient prêts justement à travailler au sein du Citral. Et qui ont eu un siège, le dernier. Ils ont eu le dernier siège, ils sont 2 dans le groupe. Je veux dire, sinon, il aurait fallu faire entrer l'intégralité du groupe. Et ça aurait été un petit peu compliqué. Sur la question de faire de la politique au sein du Citral, ça me semble normal de faire de la politique au sein du Citral, pas forcément de la politique politicienne, pas forcément ce qui a été dit par Bruno Bernard, qui a expliqué à son opposition qu'elle lui avait enlevé un certain nombre de sièges parce qu'il risquait de le mettre en minorité, parce qu'ils avaient osé l'attaquer depuis le début du mandat. Ça fait quand même partie du rôle d'une opposition d'avoir le droit de contester les choix du président. Je trouve que cette démarche-là, elle est dommage. Sur le fond, le fait qu'on défende sur des majorités politiques les choix de transport à Lyon, ça me semble, à moi par contre, beaucoup plus sain que ce qui se passait avant où chacun défendait son territoire. Je pense qu'une politique métropolitaine des transports, elle doit être pensée de manière métropolitaine et pas territoire par territoire. Et ça, je trouve que c'est plutôt intéressant dans ce sens-là. Reste quand même un sentiment, mais c'est pas la première fois qu'on le voit,
que les Verts, c'est un peu une bande de potes qui étaient autour d'une raclette et qui ont gagné, et qui se retrouvent en zone où ils ont pas confiance par rapport aux personnes qui n'étaient pas à la raclette avec eux les fois d'avant. Je trouve qu'il y a un peu ce côté un peu fermé qu'ils n'arrivent pas à faire. Pareil, vous voyez des maires d'arrondissement, vous voyez des élus, des vice-présidents se balader dans la rue avec des masques au logo de leur parti. Quand vous représentez les habitants, certes, vous avez une étiquette politique, mais à un moment, il faut laisser un tout petit peu le militantisme partidaire de côté. Vous défendez une politique, vous avez été élu pour pratiquer une politique. Avoir un maire vert, un vice-président vert, un président de métropole vert, c'est pas la même chose que d'en avoir un qui est, je sais pas, chez LR, par exemple. Donc ça, il n'y a pas de problème pour appliquer une politique. Mais il y a un petit côté sectaire chez certains élus qui me dérange un petit peu. Raphaël, pour rebondir sur le côté absence de confiance entre les écologistes et l'opposition, Bruno Bernard l'a dit clairement lundi en Conseil, il n'y a pas de confiance sereine avec l'opposition. Est-ce que finalement, ce n'est pas aussi la faute d'élus comme Philippe Cochet, comme Louis Pélaez, qui, à chaque fois qu'ils prennent la parole, versent parfois un peu dans l'excès, pour notamment être repris dans la presse. Ils sont caricaturaux. Ouais. Est-ce que ce n'est pas aussi de leur faute si aujourd'hui, les écologistes n'ont pas envie de travailler avec l'opposition ? Ouais, j'aime pas avoir l'air de donner des leçons, mais c'est vrai qu'il y a un petit côté bal des hypocrites dans cette histoire, parce qu'on peut être sûr que les Verts, dans l'opposition, auraient dit à peu près la même chose que l'opposition aujourd'hui. Il faut représenter les groupes. Ils auraient même demandé sans doute plutôt 9 ou 11 sièges, ce qu'aurait été la proportionnelle. Et ils auraient trouvé scandaleux qu'on n'en attribue que 4. Et à l'inverse, s'il y a un nouveau Citral, s'il y a une nouvelle métropole, c'est parce que Gérard Collomb et l'ancienne majorité n'en pouvaient plus d'avoir à négocier des accords en permanence avec tous les maires de toutes les communes. Et en fait, si on n'a pas eu de plan métro ces 20 dernières années, c'est aussi la conséquence de ça. C'est aussi la difficulté à mettre en œuvre une politique métropolitaine. Donc on privilégiait les transports en commun qui permettent d'aller dans plus d'endroits, parce que le métro, le problème, c'est que quand on en construit un, globalement, il va desservir une commune supplémentaire. Il ne peut pas en desservir 10 comme un tramway. Donc, il y avait quand même pas une paralysie, il ne faut pas exagérer, mais en tout cas, l'ancienne majorité estimait que ça ne fonctionnait pas, a voulu un nouveau système, un nouveau mode de scrutin qui s'est appliqué à la métropole, quelque part qui a ses conséquences aujourd'hui au Citral. Sauf qu'ils ont perdu la majorité, ce sont les écologistes au pouvoir. On peut le regretter, on peut trouver qu'au Citral, les écologistes auraient pu être plus ouverts sur leur opposition. Ce qui est important, moi je suis assez d'accord avec Emmanuel Hamelin, dans ce genre d'instance, ce qui est très important, c'est que l'opposition siège. Parce que c'est ce qu'on a vu ces dernières années au Citral. Il y a eu des périodes où il y avait quand même des vrais dysfonctionnements dans la gestion du Citral. Pas simplement dans les politiques mises en œuvre, mais aussi dans pas le financement, mais l'utilisation de l'argent public. On se souvient de marchés publics qui étaient problématiques, on se souvient de dépenses liées au l'ancien président qui étaient problématiques. Et ça, on a pu le savoir et on a pu l'écrire aussi, parce qu'il y avait des élus d'opposition. Donc je trouve que c'est vraiment dommage effectivement que l'opposition n'aille pas siéger, parce que même un élu d'opposition, au sein d'une instance, peut faire ce travail de transparence. Et c'est ça qu'on attend surtout de lui. Mais je rajouterais juste une chose, c'est que quand vous dites que Bruno Bernard n'a pas confiance dans son opposition, on peut concevoir ce genre de choses. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il n'a pas confiance dans sa majorité. Dans le sens où les seuls écologistes sont majoritaires. Les seuls écologistes. D'ailleurs, on a vu, si j'ai bien suivi ce qui s'est passé pendant ces débats, mais il y a des membres de sa majorité, Nathalie Gilbert par exemple, ou le maire de Villeurbanne, se sont exprimés presque en désaccord. Ils se sont abstenus même. Voilà. Nathalie, son groupe s'est abstenu. C'est la majorité de Bruno Bernard. Et donc, non seulement il ne fait pas confiance à son opposition, ce qui peut se concevoir, mais il ne fait pas confiance non plus à sa propre majorité. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez étonnant. Et je pense que ça peut être le début d'un certain nombre de frictions au sein de son exécutif, parce que, encore une fois, à vouloir tout garder, comme disait Romain, uniquement la bande de potes à la raclette, à un moment donné, il risque de se retrouver un peu seul. Pour conclure simplement sur le sujet, Emmanuel, vous appelez l'opposition à revenir sur sa décision et à accepter les 4 sièges, sachant que Bruno Bernard a dit qu'il pourrait refaire un vote si jamais l'opposition acceptait les 4 sièges. Je pense qu'il faut y aller.
Moi, je partage leur position. Je parle de l'ensemble des groupes d'opposition qui se sont retrouvés unis pour l'occasion. Encore une fois, oui. Je partage leur agacement, leur énervement. Je trouve que c'est une mauvaise façon de la part du président de la métropole. Pour autant, je considère que la politique de la chaise vide, surtout dans une instance comme celle-ci, c'est une mauvaise idée. Et qu'il ne faut pas politiser à l'excès. Ils ont fait un acte politique, ils ont dit ce qu'ils voulaient dire, ils se sont énervés, ils ont quitté l'hémicycle. Très bien. Ils ont fait ce qui leur semblait juste et je suis assez d'accord. Maintenant, on est engagé pour un certain nombre d'années dans un travail important sur les mobilités au sein de la métropole et je pense que l'opposition doit avoir sa place. Raphaël, un dernier mot ? Oui, je pense que l'opposition, effectivement, s'enferme dans une caricature en ce moment. Et finalement, ça dessert leur argument. Ils commencent à être audibles sur la question de la gouvernance. Et maintenant, à force de transformer chaque conseil métropolitain en cirque politique, où on affiche Bruno Bernard qui serait un dictateur, l'opposition qui serait maltraitée, au final, on se dit, c'est un jeu de rôle, l'opposition s'enferme là-dedans, quelque part, on les entend beaucoup moins. Donc oui, effectivement, je suis d'accord, ils ont tort de pas y aller. Les longues tirades de Louis Pélez, tu regardes sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur Facebook, il a ses 2 assistants qui les like, et puis c'est tout. Hein. Je veux dire, au bout d'un moment, c'est hurler dans le désert. Et puis pour Bruno Bernard, on comprend qu'il préfère avoir un problème sur une séance aujourd'hui, que effectivement d'être ponctué à chaque fois de ça. Et chaque citral se retrouver peut-être potentiellement en minorité sur ses prises de décision. On pense au téléphérique, on pense aux choix de métro derrière qui sont des choix lourds et en fait sur lesquels quelque part la métropole ne peut pas se permettre de perdre la majorité parce que c'est la métropole qui finance l'essentiel. Donc ils ne vont pas financer des projets avec lesquels ils ne seraient pas d'accord. Par contre, je ne suis pas tout à fait certain sur les arguments que vous avez avancés sur le principe qu'on n'avait pas eu de plan métro parce qu'on était sur une logique de territoire et non pas sur une logique politique. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je pense qu'il y a eu une volonté effectivement de maillage territorial qui s'est faite au profit des modes un peu plus doux que le métro. On peut le regretter, ce qui est mon cas. Mais pour autant, ce n'est pas l'organisation de l'ancienne structure du Citral qui a fait que ça se passe comme ça. Je pense que c'était un choix réellement partagé par bon nombre des élus. C'est pas faux. On note par contre que la région Rhône-Alpes, qui a 4 représentants dans ce nouveau Citral, a mis 4 personnes dans la majorité. Ils n'ont pas fait de place à l'opposition. Ce qui, par rapport au nombre de sièges qu'ils ont, est plus logique. Oui. Proportionnel, ça n'aurait pas été logique de mettre un représentant d'opposition. Ouais. Après, il fallait choisir. Je vous propose d'avancer sur notre deuxième sujet du jour, l'étude de l'INRIX sur la circulation des voitures, qui dévoilait cette semaine un classement mondial dans lequel Lyon était 12e. Mais la capitale des Gaules est bien la 8e ville la plus embouteillée de la planète en 2021, avec 102 heures perdues en moyenne dans les bouchons pour un automobiliste lyonnais. Raphaël, est-ce que ce type d'étude, c'est pas l'argument rêvé pour les écologistes de dire aux personnes qui le peuvent, arrêtez d'être bêtes, de perdre du temps, enfourchez votre vélo, vous allez gagner en plus de l'espérance de vie, faites du sport. Oui, c'est vrai que ça donne raison à tout le monde en fait dans ce genre d'études. C'est-à-dire que l'opposition dit regardez, depuis que les Verts sont au pouvoir, on gagne des rangs dans les classements des embouteillages, et les écologistes peuvent dire il est temps de trouver un autre système. Et en plus, ce type de classement, honnêtement, quand on regarde selon les critères qui sont retenus, on a des choses qui sont très différentes. Donc après une année Covid en plus, je ne sais pas tellement quoi penser du classement en tant que tel. Le fait politique, c'est effectivement Grégory Doucet, qui est le premier maire de Lyon, en tout cas, sur le siècle c'est évident, mais même bien depuis l'après-guerre, on va dire, qui s'assume comme étant le maire des piétons. Il l'a redit au Nouveau Lyon, nos confrères, cette semaine. C'est vrai qu'on a l'habitude d'entendre les maires de Lyon parler de l'organisation des transports, et là, il se positionne comme le maire des piétons. Il était peut-être temps, parce qu'il y avait un rééquilibrage évident à faire. Et je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler des bouchons, mais à mon avis, le vrai sujet, ça va être effectivement la place des piétons dans les prochaines années. Emmanuel, après cette étude, la question que certains se sont posée, c'est est-ce que ce ne sont pas les écologistes qui ont créé ces bouchons ? Alors, comme Raphaël, je dirais, on peut regarder ça avec deux lorgnettes. Ouais. Moi, je pense sincèrement que les écologistes, ils sont pour beaucoup, dans le sens où ils ont de manière assez brutale, assez dure et assez rapide rétréci considérablement les voies de circulation dans la ville. Donc forcément, moins de voies de circulation, plus de voitures et plus d'embouteillages. Donc c'est une logique imparable. Moi, ce que je dis depuis longtemps, c'est que bien évidemment, on est tous amenés à faire en sorte qu'il y ait moins de voitures dans les villes. C'est inéluctable. Sauf que la manière dont on veut y arriver
là, elle peut changer en fonction de ceux qui sont aux manettes. Si j'ai bien lu l'étude, il y a une baisse du nombre d'embouteillages depuis 2 ans à Lyon. Oui, mais enfin, on passe dans le classement, mais on dans les baisse. embouteillages. Non, on passe pas moins de temps. On a baissé un peu à Lyon. Comparativement, les villes américaines ont beaucoup baissé. Regardez, moi, je suis sur le quai du Rhône. Je peux vous dire que les embouteillages, ils existent et ils sont de plus en plus nombreux il y en a pas plus. De plus en plus longtemps. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la manière d'arriver à une circulation apaisée, elle est trop brutale. Elle n'est pas logique, surtout. Dans le sens où, si on veut vraiment une circulation apaisée, j'en ai parlé souvent sur ces plateaux, mettons en place des parcs relais pour éviter que les voitures rentrent dans la ville. Bon. En réalité, ce qu'on a l'impression, c'est que ils ne veulent Michel Noir qui promettait de faire sauter les bouchons de Lyon. Non, mais je pense que leur souhait, ce n'est pas d'avoir une circulation apaisée. Leur souhait, c'est de ne pas avoir de voiture. C'est pas tout à fait la même chose. Et moi, je trouve ça extrêmement dommage parce que la façon dont ils s'y prennent, de mon point de vue, est pas bonne. Il faudrait beaucoup mieux essayer d'installer ça dans le temps, de faire les choses en cadence et sans brutalité, plutôt que de manière forcée, autoritaire, dogmatique. Et les gens ne comprennent pas. Ça rend les gens furieux. Résultat des courses, il y a des oppositions très fortes entre les cyclistes, les vélos, les automobilistes, qui s'insultent du matin au soir en permanence, parce que les choses sont mal organisées. Donc moi, je pense qu'il aurait fallu beaucoup plus trouver des solutions pour éviter les voitures, développer les transports en commun, on est d'accord, faire de la place aux piétons et aux vélos et aux trottinettes, on est d'accord, mais la manière dont on le fait, en réduisant de manière autoritaire, rapide, en ne mettant aucun outil en place pour éviter aux voitures de rentrer dans la ville, je dis que la façon d'y arriver, de mon point de vue, n'est pas bonne. Romain, on voit que depuis quelques années, il y a un vrai report modal qui se fait de plus en plus avec des gens qui abandonnent leur voiture au profit d'autres moyens de transport. Est-ce qu'aujourd'hui, en l'état, on n'est pas arrivé à un plafond qui fait que toutes les personnes qu'on voit chaque jour dans les bouchons, et quelle que soit l'heure de la journée, ces personnes-là, avec l'offre actuelle, n'envisagent pas et n'envisageront pas d'abandonner la voiture? Il y a quand même une progression depuis des années, comme vous l'avez dit, vers les modes de transport non polluants, vers le vélo, vers un certain nombre de choses comme ça. On voit quand même encore, quand on fait les études de mobilité, que vous avez énormément de gens qui prennent la voiture pour des trajets de moins d'1 kilomètre encore dans la métropole de Lyon. La question surtout, c'est que vous avez, à mon avis, une différence énorme entre les gens qui habitent à Lyon et les gens qui habitent dans la première ou la deuxième couronne, même si on utilise très très peu cette terminologie pour la métropole de Lyon. Mais effectivement, si vous habitez, je ne sais pas, par exemple à Givors, il est bien évident que vous allez avoir un usage de la voiture qui est beaucoup plus important que celui de quelqu'un qui habite, je ne sais pas, moi, à Place Bellecour. Ouais. Donc, ça, c'est quelque chose qui est un peu un impensé, même si les voies lyonnaises là, qui ont été justement créées par les écologistes, il n'y a pas très longtemps, justement, pose la question de l'accès en banlieue au vélo. Après, c'est vrai que les embouteillages à Lyon, et ça date pas de Grégory Doucet, ça a toujours été... Si on écoute Gérard Collomb qui, tous les 2 mois, poste des photos dans les embouteillages, c'est complètement nouveau. Hein. Ben oui, mais sauf que si Au vous volant voulez... pour lui, mais... Oui. Si vous voulez, à l'époque, je sais pas, peut-être qu'à l'époque, il conduisait pas lui-même, et peut-être qu'il y a peut-être ça aussi comme réalité qui arrive. Mais il y a d'autres éléments, en fait. C'est que moi, depuis que je suis né, à chaque fois, on m'origène le maire de Lyon sur « Ah bah oui, depuis que c'est Raymond Barre, il y a les embouteillages le vendredi, depuis que c'est Gérard Collomb, depuis que c'est Michel Noir. » Ça a toujours été un peu ces fonctionnements-là, on l'a toujours connu. Et le vendredi soir à Lyon, c'est systématiquement quelque chose, un bordel sans nom, parce que, notre ville, la ville-centre, elle est relativement petite par rapport à la métropole. Vraiment, ça c'est une caractéristique lyonnaise. Vous prenez à Marseille, vous prenez à Nice, vous prenez un petit peu partout ailleurs en France, la ville-centre est beaucoup plus grande. Nous, notre proportion ville-centre-métropole, elle est pas très très grande. Ensuite, qu'un certain nombre de flux, pour des tas de raisons économiques, culturelles, se font de la ville-centre à la banlieue. Et donc, du coup, forcément, il y a aussi cette dynamique-là. La question géographique aussi également du fait d'avoir des fleuves. Non, mais sans déconner, ça aide quand même pas spécialement non plus la circulation automobile. Tout ça, ça amène à un certain nombre de choses qui font qu'effectivement, notre ville, elle est embouteillée. Est-ce qu'elle a commencé à être embouteillée sous les écolos ? Je pense que c'est un peu rapide pour le dire. Et comme l'a dit effectivement Raphaël, là, on sort d'une année Covid, donc c'est une année un peu atypique en matière de transport, quoi. Bon, eh bien...
Raphaël ? Non, mais c'est vrai qu'il y a des secteurs à Lyon, vous avez raison de dire il y a des secteurs à Lyon où le centre-ville est relativement petit et dense, et des secteurs à Lyon qui ne sont pas du tout faits pour la voiture. Quand on reprend les pentes de la Croix-Rousse, puisqu'on en a beaucoup parlé cette semaine, avec la montée Saint-Sébastien, c'est vrai que cette montée Saint-Sébastien, où 85% des gens qui passent le font à pied, mais les trottoirs ne permettent pas de passer avec une poussette, alors qu'il y avait 2 voies de voiture où la plupart des voitures sont occupées par un seul passager, il y avait quelque chose qui était totalement absurde. Donc dire que la voiture n'est pas la solution pour desservir le centre-ville de Lyon, c'est à peu près une évidence. Dire que c'est brutal, on peut regretter aussi que l'erreur historique de mettre l'autoroute au centre-ville à Lyon, elle date déjà depuis 50 ans, et que depuis 50 ans, on n'a toujours pas réglé la question. Alors, est-ce qu'il faut être... Est-ce que c'est brutal ? Parce qu'on a fait des bêtises il y a 50 ans qu'il faut continuer à en faire aujourd'hui. Au bout de 50 ans, peut-être qu'il est temps d'envisager d'arriver à la résoudre, cette bêtise. Allez, je vous propose de conclure. Je vous le disais en préambule, Lyon Politique va faire une pause. Comme tout le monde, reviendra à la rentrée en 2022. L'occasion donc pour nous de faire un bilan de cette actualité lyonnaise 2021 qui a été chargée, moins rythmée par le Covid-19. C'est tant mieux. Je vous avais demandé à chacun de nous révéler un événement, un fait que vous avez retenu de cette année. Qui veut commencer ? Bon, allez, peut-être un petit fait politique. Le grand événement politique de l'année, c'est évidemment les élections régionales. Il y a la réélection de Laurent Wauquiez, ce qui n'est pas un phénomène majeur. On voit maintenant vraiment la droite qui est majoritaire on va dire, en milieu rural dans la région, alors que c'est la gauche, et vraiment plutôt les écologistes, en l'occurrence, qui détiennent les agglomérations. Et puis, au sein de la gauche, je m'arrête sur un phénomène, c'est peut-être le feu, la social-démocratie. En tout cas, la défaite de Najat Vallaud-Belkacem. Le PS avait envoyé quand même un de ses meilleurs espoirs dans cette campagne, et elle n'a pas réussi à être en tête même de l'opposition. La mauvaise nouvelle pour la gauche, c'est que le PS était dominant depuis 50 ans sur l'ensemble de la gauche. Il ne l'est plus, mais l'alternative ne s'est pas imposée. Quand le PS avait pris la place du PC, François Mitterrand avait imposé une force majeure au sein de la gauche. Là, on ne peut pas dire que Yannick Jadot ait imposé une force majeure dans cette nouvelle alliance écolo et gauche. Donc on se demande si c'est la social-démocratie qui disparaît un peu, ou si c'est même l'ensemble de la gauche. Et de cette élection, on peut aussi retenir, même si ce n'est pas que Auvergne-Rhône-Alpes, une abstention folle, alors que le Covid-19 était quand même beaucoup plus effacé, ou en tout cas plus intégré par les électeurs qu'en 2020. Ça avait quand même beaucoup pesé sur le scrutin. Oui, c'est sûr, et ça rajoute à cette ça frappe encore par cette incapacité effectivement d'un projet de social-démocratie qui a quand même structuré notre vie politique depuis 50 ans, une incapacité, y compris à rassembler et même à aller faire voter les gens. Alors qu'ils avaient en face un Laurent Wauquiez qui représente l'épouvantail pour un social-démocrate. Romain ? Alors, moi, j'ai pas de fait majeure centrale sur la question politique. Mais deux petits faits. Le premier, c'est la baisse des subventions à l'Opéra de Lyon. Alors, comme elle est un peu entre fin 2020 et début 2021, je ne sais pas si c'est classable réellement en 2021. On va l'autoriser. Mais cette question-là, elle me semble importante parce qu'elle est révélatrice de quelque chose qui change dans la culture à Lyon. C'est-à-dire le fait que l'émergence, ceux qui ont le plus besoin de subventions, ceux qui ont le plus besoin d'aide, peut-être que ces aides-là maintenant vont être un peu davantage tournées vers eux plutôt que vers l'institution. C'est quelque chose qui avait été proposé, alors certains n'avaient pas lu leur propre programme à l'époque pendant les municipales, mais qui avait été proposé par beaucoup de gens, c'était de réorienter justement une culture qui est peut-être trop institutionnelle à Lyon. Les institutions ont leur place, elles sont créatrices d'emplois, créatrices de belles choses. C'est pas un petit théâtre indépendant, par exemple, qui va accueillir les mêmes créations que le Théâtre des Célestins. Et vous ne faites pas un opéra sans subvention. Et on ne fait pas un opéra sans subvention. Oui, l'opéra, c'est la forme d'art la plus subventionnée de toutes les cultures. Un siège à l'opéra, il est subventionné à 80-90%, là où dans les musiques actuelles, vous avez des fois 0 € de subvention. C'est toute la question des légitimités culturelles de Bourdieu, mais là on irait un petit peu loin. En tout cas, la réorientation de la culture vers l'émergence me semble prometteuse, même si ensuite, je n'ai pas vu beaucoup de choses se développer, mais j'imagine qu'il y a des choses qui sont à l'œuvre justement pour que l'émergence soit davantage favorisée. Et la deuxième, c'est la question, on a parlé de la social-démocratie qui effectivement est en crise, c'est la question de la gestion du camp présidentiel à Lyon qui est toujours un peu très très compliquée.
On voit effectivement, bon, il y a un archipel de partis autour du président de la République, Agir, Horizon, La République En Marche, le MoDem. Et en fait, on a l'impression que malgré ce qui peut être dit, par exemple, par la référente ici de la République En Marche sur sa volonté d'unité, il reste encore toutes ces chapelles, toutes ces divisions, d'ailleurs qui ont plombé Bonnel pendant les élections régionales. Toutes les divisions qu'il y avait sur les métropolitaines et les municipales, en fait, elles ne sont pas du tout terminées. Au contraire, on peut déclarer ce qu'on veut sur votre plateau, il reste un certain nombre de virulences, de gens qui se détestent encore. Et si le camp présidentiel veut peser sur les prochaines législatives, veut peser sur les prochaines présidentielles, il faut que tous ces gens-là se réconcilient un petit peu et arrêtent leur petite haine recuite des municipales et des présidentielles. Et j'ai l'impression qu'ils ne sont pas encore capables d'y arriver et c'est problématique. Emmanuel ? Moi, je ferai une analyse plutôt globale, un peu comme Raphaël. Je dirais que ce qui a été le plus marquant pour moi, c'est la réorganisation de la vie politique, aussi au niveau national, mais également au niveau local, qui est assez étonnante. Qui aurait pu prévoir que Lyon, cette ville centriste, conservatrice presque, allait passer aux mains des Verts et de l'extrême gauche ? C'est un changement total, presque radical, qui s'est fait. Alors, les raisons, elles sont multiples, on ne va pas revenir là-dessus, mais enfin, c'est un fait, aujourd'hui, qui est quand même suffisamment fort pour être souligné. Surtout qu'il a un pendant au niveau national, c'est que cette réorganisation a eu aussi des effets, c'est-à-dire qui aurait pu prévoir la descente aux enfers, j'allais dire presque, pour ne pas parler de la disparition du Parti socialiste, sur la scène nationale, qui était quand même un parti de gouvernement, qui avait gouverné longtemps, qui avait une présence forte, avec des élus locaux qui maillaient correctement un territoire, et qui s'effondre dans une élection majeure comme celle de la présidentielle. Alors, aussi pour des problèmes d'incarnation. C'est-à-dire, aujourd'hui, le pari d'Emmanuel Macron est en partie réussi et a fait son effet, la disparition de ces grands blocs droite-gauche, mais c'est la gauche qui en a le plus pâti. Parce qu'il n'y a plus d'incarnation de cette social-démocratie dont on parlait, et que tous ceux qui ont voulu l'incarner et s'installer dans le paysage politique national aujourd'hui ont échoué. Donc ça crée effectivement une espèce de trouble, de déséquilibre dans la vie politique, avec une montée des populistes. Il faut quand même le dire, c'est quelque chose que je ressens moi de manière assez forte, de populistes de gauche ou de droite, mais qui prennent depuis quelques années une place de plus en plus importante. Alors, certains ont fait le parallèle avec d'autres pays comme les États-Unis et l'arrivée de Trump à l'époque, en disant on est sur un phénomène sociologique qui touche maintenant un certain nombre de pays occidentaux au niveau européen. Peut-être, je n'ai pas de certitude là-dessus, mais ce que je vois, c'est les faits, et que cette montée du populisme, aujourd'hui en France et en Europe, est un phénomène, de mon point de vue, extrêmement inquiétant, auquel on devrait porter probablement une attention un peu particulière. Appuyé par des médias comme CNews, dont on a vu ce qu'ils pouvaient faire non, mais ça c'est un faux débat. Ça c'est un faux débat. L'histoire de CNews, non. Quand on voit Morandini on est avec dans un système. On comprend un peu la manipulation. On est d'accord, mais enfin, le nombre de médias qui défendent ce qu'on appelle la pensée unique, qui est souvent une pensée de gauche. Voilà, et qu'on a toujours trouvé ça normal. Je veux dire, on s'écarte un peu du. Mais non, mais on parle de ça. Je veux dire, non, il faut. Non, mais prenons France Inter, France Culture, France Info, etc. Peut-être pas France Culture, mais France, etc. Les médias publics, notamment, sont positionnés politiquement. Donc, moi, je suis pour le pluralisme. Qui est des chaînes de droite, avec des tendances de droite et de gauche, ça ne me choque pas. Après, chacun va regarder ou écouter ce qu'il a envie. Moi, ça ne me choque pas du tout. C'est quand même un changement majeur. Non, mais c'est pas ça qui fait la montée du populisme, à mon avis. Le débat est intéressant, mais c'est pas... Ça peut l'accompagner. Je voulais revenir sur Lyon et quelque chose Romain, rapidement. Qui a dit Emmanuel, qui me semble vraiment intéressant pour le coup, c'est la question du fait effectivement que cette ville a changé son socle politique. Je pense que ça vient d'un autre truc. Alors en ce moment, on parle du grand remplacement chez les paranoïaques d'extrême droite les plus moisis, mais à Lyon, il y a de moins en moins de Lyonnais.
Et en fait, ça joue aussi là-dessus. C'est-à-dire, enfin, les gens deviennent lyonnais, bien évidemment, quand ils commencent à habiter dans la ville, il n'y a pas de sujet. Mais le fait que vous avez beaucoup de gens qui n'étaient pas là il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, je pense que c'est aussi ça qui a changé énormément la ville. La question que cette ville soit attractive, que cette métropole soit attractive, ça a profondément changé les gens qui sont lyonnais, à la fois dans leur consommation, à la fois dans leur manière de voir, et même dans leur manière même de connaître l'histoire de notre ville. Et je pense que ça fait partie des gens qui ont pu éventuellement faire bouger le socle idéologique, même si cette ville, mine de rien, Gérard Collomb, quand il gagnait, c'est qu'il était sous une étiquette de gauche. Il gagnait déjà à gauche. Allez, on dépasse pas mal, donc on va essayer de conclure. Projetons-nous en 2022, année présidentielle, année d'élections législatives, de remontée en nationale pour Lyon-La-Duchère, évidemment, mais aussi d'arbitrage sur le téléphérique. De victoire en Coupe de France aussi. Bien sûr, ce dimanche. De nouveaux métros, un changement de maire à Lyon, selon nos confrères de Lyon People. Bref, on va bien s'occuper. Qu'est-ce qui vous fait vibrer par avance rapidement, messieurs, Raphaël? Qu'est-ce qui fait vivre en 2022 comme ça? Non, mais on a une année qui va être quand même extrêmement intéressante à suivre comme observateur politique, puisque on a une élection présidentielle sur laquelle quand même les jeux sont très ouverts. Et en fonction de cette présidentielle, va se repositionner le paysage politique lyonnais. Donc c'est ça qu'on va suivre avec attention, évidemment. Romain? Moi, vous m'avez tendu la perche, donc forcément, ça va être la victoire en Coupe de France de Lyon-La-Duchère. On joue contre Saint-Étienne dimanche à 13h45. Il faut venir nous soutenir. On est le petit Pousset lyonnais face au gros méchant ogre tout vert. Voilà, donc là, j'espère effectivement qu'il y aura cette victoire en Coupe de France. La Duchère, c'est un projet de club de football, mais aussi de club social. Il y a toute une dimension sur l'insertion de l'emploi des jeunes, toute une dimension sur l'insertion dans l'emploi en général, des questions aussi sur la féminisation, sur la précarité menstruelle, sur l'implantation dans un quartier, sur qu'est-ce que ça veut dire aussi que de faire... oui, j'ai mon micro qui a bougé devant mon enthousiasme. Bref, donc le projet de la Duchère, c'est quand même un autre football qui est pas antinomique de l'Olympique lyonnais, mais qui est quelque chose de complémentaire. Et on espère vraiment qu'on va arriver à la fois pour les Lyonnais et à la fois sportivement à faire quelque chose de super chouette dimanche et puis le reste de la saison. Emmanuel, 2022 ? Alors, je soutiens évidemment le club de Lyon, La Duchère, Merci. pour qui j'ai une affection particulière. Moi, ce qui va me faire vibrer, c'est évidemment les élections à venir, présidentielles et législatives, puisque là, on va rentrer sur du local. Ça va être très intéressant à suivre, parce qu'effectivement, les jeux sont très ouverts. Le débat est lancé depuis maintenant un certain nombre de temps. Tous les acteurs ne sont pas encore présents, on attend le principal. Mais ça va être en tout cas extrêmement intéressant à regarder. La seule chose si je peux avoir un souhait, c'est que je remarque, comme dans la société en général, beaucoup de violence dans les débats qui sont posés aujourd'hui au niveau politique, avec des tensions qui, de mon point de vue, il y a toujours eu des tensions et des débats musclés au moment des élections, notamment présidentielles. Là, j'ai l'impression, peut-être que ce n'est qu'une sensation, qu'on est monté encore d'un cran. Ça me dérange un peu, tout simplement parce que moi, je suis un passionné du débat d'idées et que je pense qu'il y a largement de quoi marquer une différence sans être obligé de s'invectiver ou de s'insulter, comme on commence à l'entrevoir et à l'entendre. Donc voilà, passionné par ce qui va arriver, avec ce petit souhait que les choses se fassent de manière un peu apaisée, un peu dans le style de Thomas Pesquet quand il nous envoyait quelques photos de là-haut et qui nous donnait une image de notre petite planète tout à fait merveilleuse. Thomas Pesquet qui sera candidat dans la 4e circonscription. Non, c'est pas vrai. Allez, vous avez entendu Emmanuel, messieurs, mesdames les élus, prenez exemple sur nous, vous voyez les débats peuvent être apaisés. Merci à tous les trois et puis à vous également derrière vos écrans. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de Noël, de l'hiver, de fin d'année, comme vous le sentez. Lyon Mag reste actif chaque jour pour vous informer. À très vite.